Bonjour Emmanuel, bonjour Alexandra, super. Bon, bah, c'est top si vous nous entendez bien. Merci à vous tous d'être présents sur ce webinaire, donc un des troisièmes webinaires du mois d'avril, car on en anime un par semaine comme d'habitude. Donc le sujet du jour, c'est bien débuter sur les réseaux sociaux. Donc je suis accompagnée de Charlène, qui est ma collègue chez Coalaime et qui est chargée des réseaux sociaux justement et de toute la partie image de marque chez Coalaime. Mais aujourd'hui, Charlène va plus vous parler justement de sa spécialité concernant les réseaux sociaux pour vous donner plein d'astuces sur comment bien débuter. Et si vous avez déjà débuté sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir des bonnes astuces aussi parce qu'on va vous expliquer comment pérenniser tout ça et comment bien le gérer au quotidien. Car souvent, on a tendance à penser que c'est assez simple, qu'on a juste à créer un compte et poster des trucs de temps en temps. Mais au final, ça nécessite quand même d'avoir un petit peu de stratégie derrière et un peu de connaissance aussi. Donc, Un peu. ouais, 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 un peu beaucoup même, mais il en faut au moins un minimum, ça c'est certain, parce que c'est vrai qu'on peut très bien poster pas mal de choses sur les réseaux sociaux, mais si les gens ne le voient pas, ça n'a pas d'intérêt. Donc là, l'intérêt du jour et de la présentation aujourd'hui, c'est de vous donner des bonnes astuces que vous allez pouvoir appliquer très rapidement, voire même dès la fin de la présentation. Je pense que ça va peut-être aussi changer certaines visions des choses au niveau des réseaux sociaux. En tout cas, j'espère. Et j'espère que ça va vous motiver aussi pour aller vers ce canal-là qui est quand même très, très important aujourd'hui. Et encore plus dans la situation actuelle où tout se fait un petit peu sur Internet parce qu'on n'a pas trop le choix. Donc au contraire, faut en profiter, c'est une aubaine justement cette situation pour les réseaux sociaux. Donc c'est le moment de bien prendre les choses en main et ou alors de bien commencer si c'est pas encore déjà fait. Donc voilà, Charles, je vais te laisser la parole pour présenter le sujet du jour. Oui, avec plaisir. Donc, du coup, comme Alice vous expliquait tout à l'heure, donc on va être ensemble aujourd'hui pour pouvoir parler des réseaux sociaux. Donc, ce qu'on va voir ensemble, ça va être la mise en place en fait d'une bonne stratégie social média et surtout les clés pour pouvoir avoir une stratégie en béton. Ensuite, on va voir ensemble eh bien, le fonctionnement des algorithmes, les différents profils sur les réseaux sociaux. Et puis, nous terminerons sur tous les éléments qui vont être importants et nécessaires à mettre en place au-delà de la stratégie, comme notamment la programmation et la régularité de publication. Donc, pour ceux qui viennent juste d'arriver, qui ont peut-être loupé le début, donc je me représente. Donc, moi, je suis Charlène, je suis la responsable communication chez Coalaime. Donc, je suis en charge de la communication à la fois interne et externe et des relations presse. Donc, Alice, vous la connaissez. Alice, je te laisse la main sur la présentation de Coala. Ouais, exactement. Donc moi, c'est Alice et moi, je suis plutôt en charge de la relation avec nos utilisateurs. Et du coup, on travaille toutes les deux pour Coalaime. Donc, je vous refais un petit rappel si jamais vous êtes nouveau sur la plateforme. Donc, Coalaime, c'est un site internet ressource pour tous les micro-entrepreneurs. Donc, vous pouvez trouver plein d'infos dessus qui sont très, très bien rédigées. Notamment, Charlène y est pour beaucoup aussi dans toute cette partie-là, communication sur le site. Donc, n'hésitez pas si vous posez des questions. Il y a aussi beaucoup d'informations sur le site directement. On a également un outil de gestion sur lequel vous pouvez créer votre profil directement pour gérer l'intégralité de votre comptabilité en tant que micro-entrepreneur. Donc, vous pouvez faire des devis, des factures, déclarer votre chiffre d'affaires, avoir votre fichier client et plein, plein d'autres choses. Et on a aussi, c'est assez nouveau maintenant, une plateforme de création d'entreprises en ligne. Donc, si vous avez pour projet de créer une micro-entreprise, vous pouvez utiliser nos services et on s'occupera de vous de A à Z jusqu'à l'obtention de votre numéro de SIRET. Super. Bah, écoutez, si tout le monde est prêt, c'est parti, on y va? C'est parti. Moi, je reste là, j'enlève juste ma cam pour que vous puissiez vraiment vous concentrer sur ce que dit Charlène. Et quand je réapparais, c'est si jamais j'ai une petite question. D'accord? Ça marche, il n'y a pas de Allez, à tout souci. de suite. À tout de suite. Donc effectivement, on a choisi le thème des réseaux sociaux puisque vous avez été très nombreux lors du webinaire précédent à nous solliciter sur ce thème et à nous poser beaucoup de questions sur l'utilisation des canaux pour pouvoir développer votre activité. Alors c'est vrai que quand on commence une activité, on se pose tous la question effectivement de la présence sur les réseaux et souvent vous voulez être partout, Instagram, Facebook, Twitter, vous avez vraiment l'impression qu'il faut être partout et tout le temps. Alors aujourd'hui, il est compliqué de se faire un peu une place sur ces réseaux puisqu'il faut pouvoir se différencier et sortir du lot. Et pour ça, la clé, ça va être vraiment de vous construire une stratégie en béton pour vos réseaux sociaux.
Du coup, je vais vous dévoiler quelques clés essentielles de cette stratégie social média, donc soyez attentifs. La première clé pour pouvoir définir sa stratégie, ça va être le pourquoi. Il faut que vous vous définissiez des objectifs. Pourquoi vous voulez être présent sur cette plateforme? Quels résultats vous voulez obtenir? Comment vous allez l'évaluer? Alors après, pas de panique, il n'y a pas besoin d'en avoir trop, sinon vous risquez vraiment de vous perdre. Donc choisissez 5 à 10 objectifs clairs et ce sera idéal. Donc ça peut être des objectifs de notoriété, de followers, de commentaires, de partage, voire même de conversion. Donc petit rappel, la conversion, pour ceux qui ne savent pas encore trop ce que c'est de combien de personnes vous allez attirer sur les réseaux pour pouvoir les réemmener vers votre site internet et générer du trafic. Donc, ces objectifs, ils doivent être SMART. Alors, qu'est-ce qu'un objectif SMART? Petite piqûre de rappel, un objectif SMART, c'est un objectif qui doit être précis, que vous pouvez mesurer, qui est atteignable et réaliste, marqué dans le temps. Donc, je vais vous donner un petit exemple, vous allez me dire si ça vous parle ou pas. Donc, si par exemple, je vous dis, je veux que ma vidéo fasse le buzz sur YouTube, est-ce que vous pensez que c'est un objectif SMART ou pas SMART? Allez-y, je regarde les commentaires. Dites-moi, je veux que ma vidéo fasse le buzz sur YouTube. Smart ou pas smart comme objectif? Effectivement, oui, tout à fait, pas smart, bien vu. Par contre, on peut le transformer. C'est-à-dire que si vous avez cette idée dès le début dans votre tête, il faut que vous arriviez à le mettre en façon smart. Donc, ça peut devenir, je veux que cette vidéo-ci fasse, on va dire, 100 000 vues sur YouTube en 60 jours. Là, vous avez vu, il y a des chiffres, il y a un temps. Donc là, ça devient un véritable objectif smart. Il faut le penser systématiquement comme ça. La seconde clé de votre stratégie, ça va être le pour qui. Il va falloir que vous définissiez votre public cible, à qui vous allez parler, qui sera votre audience. Donc là, plus vous allez être précis et plus vous serez capable de savoir quel message va parler à votre clientèle, à quel besoin vous devez répondre, à quel vocabulaire utiliser, vraiment une connaissance profonde. C'est ce qu'on appelle en marketing un persona. Donc, c'est une sorte de portrait robot de votre audience. Donc là, vous voyez à l'écran quelques exemples. Ce sont des exemples très complets, très précis. Donc, on y intègre à la fois des données démographiques, géographiques ou encore les centres d'intérêt des personnes que vous souhaitez toucher. La troisième clé pour votre stratégie, c'est le contre-qui. Alors, je mets des guillemets, bien évidemment, au contre-qui, puisque il est quand même plus sain d'un point de vue marketing d'avoir de la concurrence. Et puis, voilà, le marché, ça veut dire que le marché est ouvert et chacun peut trouver sa place en ayant bien ciblé son audience. Donc, ce qu'il va falloir que vous fassiez, ça va être d'aller analyser votre concurrence. Ça ne sert à rien de les prendre tous, mais au moins les 3-4 top concurrents et d'aller observer, analyser leur stratégie sur les réseaux sociaux. Sur quelle plateforme ils sont, à quelle fréquence ils postent. Ça peut être aussi d'étudier l'engagement de leur communauté, à quel type de publication ils répondent. Donc surtout, n'hésitez pas à vous inspirer de ce qu'ils font pour pouvoir vous positionner le mieux possible. Après, attention, j'ai bien dit inspirer, on ne copie pas surtout, parce que ça va tout faire vraiment chuter votre travail et mal vu par les clients. Ensuite, la quatrième clé d'une excellente stratégie, ça va être le quoi, le contenu. Donc, qu'est-ce que vous allez poster comme type de contenu, comme type de message? Donc là, ce qu'il faut que vous gardiez vraiment en tête, l'essentiel, c'est la notion de valeur. Okay, les gens, ils sont là pour apprendre, pour se distraire, pour recevoir de la valeur. Il va donc falloir que vous réfléchissiez à la fois au volume de contenu que vous pouvez publier sur votre environnement, on va dire, global, et le volume de contenu que vous allez faire sur vos propres propositions de valeur et les produits, donc la tendance plutôt promotionnelle. Mais ça, on fera un petit point ensemble un petit peu plus tard, justement, sur la construction de cette fameuse ligne éditoriale. La cinquième clé, c'est le où. Sur quel canal vous allez être présent. Donc là, il y a deux approches. Il va falloir que vous arriviez à les croiser. Ça va être d'un côté, avec quel type de plateforme vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes à l'aise et sur quelle plateforme se situent vos prospects, vos futurs clients. Donc,
ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est vrai que ça ne sert à rien d'aller sur une plateforme si votre persona n'y est pas présent. Okay, si vous faites du B2C, par exemple, auprès d'une tranche d'âge 20-30 ans, ça ne sert à rien d'aller sur LinkedIn, par exemple. Donc, il va falloir faire un choix de plateforme et ça fait vraiment partie intégrante de votre stratégie. C'est pareil, ne vous attelez pas à aller sur tous les réseaux, ça ne sert à rien, d'accord? Commencez par un ou deux si déjà vous les maîtrisez. Si vous ne maîtrisez pas du tout les réseaux, que c'est le début, choisissez 101, apprenez à l'appréhender vraiment en profondeur, pour pouvoir tout tester, tout connaître, et si besoin, vous ouvrez vers un autre canal. Donc, bien évidemment, vous le savez, il y a plein de réseaux qui existent. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est une petite présentation justement des profils qui se dégagent. Donc, c'est suite aux analyses marketing de l'année 2020. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous assommer de chiffres. Par contre, il est quand même important d'en avoir quelques-uns pour pouvoir vraiment cerner et choisir finalement sur quelle plateforme vous allez aller. Après, on fait quand même attention, ça reste des statistiques, donc on les prend vraiment comme telles. Donc, écoutez, alors là, il va manquer quand même Clubhouse, le petit dernier qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, mais il n'y a pas encore de retour, donc on n'a pas de chiffres à son sujet. On va peut-être déjà commencer avec les deux principaux. On va prendre Facebook. Donc, Facebook, on sait que l'âge moyen des utilisateurs est situé entre 25 et 34 ans. Il y a un vieillissement de la population sur Facebook, mais il faut quand même savoir que la moitié des visiteurs ont entre 25 et 49 ans. Si on prend le cas d'Instagram, par exemple, on sait qu'il y a 71% qui ont moins de 35 ans, avec une tranche d'âge dominante sur le 25-34. Donc, on est sur un public cible un peu plus jeune. Qu'est-ce qu'on va prendre? Pour LinkedIn, peut-être pour ceux qui font du B2B, LinkedIn, on est sur une moyenne d'âge un peu plus haute, puisqu'on est autour des 44 ans. Et il faut savoir que sur cette plateforme, on a 79% des membres qui ont plus de 34 ans. Et puis, je vais en prendre un petit dernier, TikTok, voilà, TikTok, parce que c'est un réseau qui monte. Donc, TikTok, ce qu'il faut savoir, c'est que même si, à l'inverse de Facebook, là, pour le coup, la tranche d'âge commence à augmenter, sur 2020, on est quand même à 78% de visiteurs qui ont entre 11 et 24 ans, avec 70% de femmes. Voilà, j'arrête là pour les chiffres, mais ça vous permet déjà d'avoir une idée des différentes tranches d'âge en fonction des canaux. Donc maintenant, nous, ce qui va nous intéresser principalement, maintenant qu'on connaît les profils, ça va être de se demander quel objectif on peut se poser sur ces plateformes. Donc, si on prend le cas de Facebook, vous pouvez très bien vous poser comme objectif d'aller construire une communauté, de la fidéliser. Vous allez notamment y relayer du contenu, comme vos articles si vous tenez un blog par exemple, ou mettre en avant vos produits et les informations générales de votre entreprise. Au niveau d'Instagram, Instagram, qui est quand même très connu pour son visuel, donc là, un des objectifs posés, ça va être la mise en valeur de votre activité avec votre feed. Vous savez, le fameux mur qu'on fait défiler, c'est vraiment ce feed-là qui représente votre identité. Donc, il va vous aider à faire connaître vos produits. Ça vous aide également à vous rapprocher de votre communauté. Donc là, on n'hésite pas, on utilise les stories, on montre les coulisses de sa boîte, de son quotidien, quand on travaille, qu'on fait des livraisons, ou peu importe son secteur d'activité. Les objectifs pour LinkedIn, alors là, on va être plutôt sur de la prospection, développer son réseau. Il va falloir qu'on promeut son activité, montrer son expertise, d'accord? On est un entrepreneur assis, on sait de quoi on parle et on va aller le montrer sur cette plateforme. Ça va nous permettre justement d'augmenter la visibilité de son entreprise. Et TikTok, alors, il a longtemps été vu comme le réseau de petits challenges, de petits jeunes pour se détendre. Effectivement, ça permet de se rapprocher d'une clientèle un peu plus jeune, mais ce qui est surtout chouette en termes d'objectifs avec TikTok, c'est qu'en créant des contenus créatifs, ça vous permet d'humaniser votre entreprise. Donc, maintenant qu'on a vu ces objectifs-là, je vais revenir pour terminer sur les clés de la bonne stratégie social média. Donc, je vous rappelle, on a vu le pourquoi, le qui, le contre qui, le quoi, le où, et maintenant, la dernière clé, c'est le quand. Excuse-moi, Charlène. Oui. Je ne sais pas si c'est que moi, dites-moi dans les commentaires, mais il y a eu un moment où tu as bugué et depuis, la présentation n'est pas revenue. Ça fait un écran blanc avec
un Ok. chargement. Dites-moi un petit peu, enfin, dites-nous dans les commentaires si. Ah, ok. Bah, apparemment, c'est ok pour les autres, donc ça ne bug que pour moi. Il n'y a pas D'accord, de ça. souci. Mince. Bon, tant mieux. Vaut mieux que ce soit ça bug pour moi et pas pour vous. Donc, je te laisse continuer. C'est bon, ça y est, Ok, ça marche pour moi. Ça y est, c'est reparti. ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, je rembobine, on était sur le quand. Voilà, donc du coup, ce qui va être important, c'est que vous puissiez vous définir un calendrier, ce qu'on appelle un plan média mensuel de vos publications. Donc, il va falloir que vous définissiez en fonction de votre public cible et aussi, c'est très important, de vos propres capacités de production de contenu, la fréquence, les jours où vous allez publier et à quelle heure vous allez être présent. Il faut vraiment que vous maximisiez la portée de votre message. Les algorithmes de n'importe quel réseau détestent vraiment les changements d'amplitude horaire. Donc, une des clés de la réussite, ça va vraiment être la contenance et la persistance. Ce qui est primordial, et ça, écoute, vraiment, il faut l'appliquer, il faut écouter, ce qui est vraiment très, très important, c'est de choisir un rythme de publication que vous pouvez tenir. OK ? Au début, on est super excité, on a envie de publier du contenu, de montrer ce qu'on sait faire. Donc, on publie. Et puis, au bout d'un moment, on s'essouffle. Du coup, là, on publie moins. Et ça, c'est très, très mauvais pour la prise en compte de l'algorithme. Donc, j'ai une petite astuce pour vous, puisqu'en fait, on entend toujours partout qu'il faut que vous étudiez vos statistiques propres. D'accord ? On vous dit toujours, allez sur les insights Facebook, Instagram et regardez à quelle heure votre public voit vos publications et publiez à cette heure-là. Ce qu'on oublie de dire, c'est que oui, effectivement, il faut publier au moment où votre audience est présente, mais en fait, ça ne suffit pas. D'accord ? Ce qu'il faut, c'est que ce soit un moment où vous êtes également disponible pour pouvoir répondre aux commentaires, les liker. Ce qu'on sait par rapport aux retombées marketing et communication, c'est que la première heure d'une publication est hyper importante. Donc, si votre communauté s'engage sur une de vos publications, mais que vous n'êtes pas derrière pour pouvoir la commenter, la liker, en fait, vous allez complètement gâcher tout le scoring que vous venez d'atteindre. Donc, c'est vraiment dommage. Donc, si vous publiez à 1h du matin, mais que vous n'êtes pas en capacité d'y répondre, changez de créneau horaire, décalez-le. Donc, maintenant qu'on a vu les clés d'une bonne stratégie, que vous avez ciblé sur quelle plateforme est votre audience, maintenant, vous allez devoir analyser vos résultats, l'engagement de votre public cible. Et il va falloir chercher au maximum à répondre en fait aux attentes des algorithmes. Alors, on va reprendre les bases. Déjà, un algorithme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, un algorithme, c'est assez simple au final dans sa compréhension. C'est un ensemble d'opérations qui sont vraiment effectuées dans un ordre très précis pour pouvoir répondre à un problème. Moi, je dis toujours, c'est un peu comme une recette de cuisine, en fait. D'accord ? Dans une recette, voilà, vous installez, en fait, vous avez toujours un ensemble d'étapes à suivre pour pouvoir aboutir à un plat final. Les algorithmes des réseaux sociaux, ça fonctionne exactement sur le même principe. Ils vont en premier lieu analyser les réactions, s'assurer que vous proposiez du contenu pertinent et intéressant pour votre audience et ensuite la diffuser. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les algorithmes, ils sont en perpétuel changement. Okay ? Là, je vais vous donner l'exemple notamment de l'algorithme de Facebook. Sachez qu'ils fonctionnent tous pareil. Le raisonnement, Instagram, YouTube ou autre, c'est la même chose. C'est juste en fait l'ordre des priorités et le nombre de points en fait qui est attribué par les étapes qui va varier. Donc là, si on ne prenez pas peur, je sais qu'il y a beaucoup de choses sur l'écran, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué à comprendre. Donc, si on prend l'exemple de Facebook, donc lorsque vous faites une publication, vous allez avoir l'algorithme qui va étudier d'abord, en tout premier lieu, c'est la qualité du contenu. Est-ce que ce sont des images natives ? Est-ce qu'il y a bien une absence de lien externe dans votre texte de publication ? Je rappelle que les réseaux, leur but, c'est de vous garder. Ils ne veulent pas que les gens sortent de la plateforme. Donc, on oublie les liens vers votre blog, etc. dans le texte de publi. On vient les mettre plutôt dans les commentaires. Il ne faut pas non plus demander explicitement aux membres d'aimer ou de commenter votre publication. Okay ? Donc, ça, c'est le premier critère d'analyse de l'algorithme. Si vous répondez bien à ces critères-là, Facebook va mettre en avant votre publication auprès d'1% de vos membres. Ouais, ça ne fait pas beaucoup, mais ça va être le pourcentage vraiment qu'il va falloir challenger. Okay ? Donc, il y a 1% de vos membres qui vont voir ces publications. Ensuite, il va analyser l'algorithme comment
ces 1% réagissent à votre publication. Donc, il va tout scorer. Il va donner des points en fonction de ce qui se passe. Donc, le minimum de points, ça va être le like. Le maximum de points, c'est le partage avec engagement. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, plus vous aurez de points et plus Facebook va montrer votre publication à un nombre de membres plus élevé. Ce qui va se passer, c'est que à chaque publication, l'algorithme il va faire ce travail d'analyse. Et si toutes vos publications, vous obtenez de bons scores, il va considérer que vous publiez des contenus pertinents qui génèrent des discussions, etc., etc. Et du coup, il va favoriser la diffusion de votre contenu à un plus grand nombre pour les fois d'après. Donc, si on résume pour l'algorithme, pour le comprendre, il faut se dire qu'au départ, vous avez 1% de votre communauté qui voit votre publication et que si elle répond le plus possible aux critères, et qu'elle génère, ça ne faut pas l'oublier, de l'engagement, du coup, Facebook va se dire « Ok, il a tout compris, il sait ce que attendait sa communauté, il répond à ses besoins. » Du coup, il va décider de vous diffuser de plus en plus et de plus en plus. Donc, on a vu la stratégie globale avec les clés pour réussir une stratégie en béton. On a vu les profils et le fonctionnement de l'algorithme, mais maintenant, il y a aussi des choses à voir au-delà de cette stratégie, d'accord? Il y a une véritable organisation et on va voir ensemble les points les plus importants. Donc, quand on commence, le plus important, c'est vraiment de sélectionner le réseau qui est le plus important pour vous, pour votre cible. La première chose, c'est de ne pas s'éparpiller. Si, par exemple, je l'ai dit, mais je le redis parce que c'est important, vos clients sont des professionnels, il est certainement plus pertinent d'être présent sur un LinkedIn ou Twitter que d'autres plateformes. Donc, pour ça, n'hésitez pas, faites des recherches, appuyez-vous sur les débuts des profils que vous avez pu voir tout à l'heure dans les personas. Ça, c'est toujours s'y référer et même le réactualiser parce que, bien évidemment, vous allez affiner au fur et à mesure. On ne connaît pas son persona du jour au lendemain ni dès le départ. Ensuite, un des points très importants, ça va être le fait d'être régulier. Ça, je vous l'ai annoncé dès le début. Donc, il faut certes que votre contenu soit engageant, il faut qu'il intéresse véritablement votre audience, mais la régularité de publication, pour ne pas perdre son scoring justement sur les réseaux, il est primordial. Donc, si vous ne savez pas par où commencer en termes de contenu, déjà, première chose, allez voir ce que fait simplement votre concurrence. Essayez de repérer les centres d'intérêt de vos personas. Par contre, attention, on essaye de ne pas, comment je vais vous dire ça, de ne pas tomber dans le piège de pousser en permanence vos produits et vos services. D'accord? Vous vous souvenez, tout au début, je vous ai dit, les gens, on reste sur les valeurs. Ils sont là pour s'amuser, pour apprendre des choses, pour se divertir. Donc, si vous les martelez en permanence de vos produits et de vos actions ou de vos services, au bout d'un moment, ça va s'essouffler. Donc, pensez à travailler ce qu'il y a autour. Alors, souvent, excusez-moi, j'entends beaucoup de gens, en fait, qui trouvent des excuses au niveau de l'irrégularité de publication en disant, en fait, je ne sais pas trop quoi dire, j'ai l'impression de ne pas avoir d'histoire, de n'avoir rien à dire. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est un petit exercice qui est tout simple et qui va vous permettre justement de vous construire une sorte de bibliothèque de thèmes de publication. Donc là, on va en faire un ensemble, comme ça je vais vous montrer qu'en fait, on a toujours moyen d'avoir des idées sur ce qu'on peut publier. Donc, je vous explique. En fait, c'est ce qu'on appelle aller chercher les piliers de contenu. Donc, il va falloir que vous identifiez tous les sujets qui sont directement liés à votre marque, à son identité, mais aussi tous les sujets connexes qui vont intéresser votre audience et qui peuvent venir appuyer votre image. Donc là, comme vous voyez à l'écran, j'ai pris l'exemple d'une créatrice, voilà, une créatrice artisanale qui fabrique des produits en coton biologique. Mais bon, après, attention, ça fonctionne pour tous les secteurs d'activité. OK, même service, peu importe. Donc là, vous avez le thème principal. Ce qu'il va falloir faire, c'est identifier les fameux piliers de contenu et décliner sur plusieurs niveaux. Donc là, par exemple, premier niveau, on reste sur du basique. Je suis créatrice couture avec du coton bio. Donc, de quoi je vais parler? Je vais parler coton, je vais parler produits biologiques, je vais parler artisanat et pourquoi pas technique. Donc là, déjà, vous avez identifié 4 piliers de contenu. Ces 4 thèmes-là, vous allez pouvoir les décliner à l'infini. Vous reprenez votre thème et vous voyez tout ce qui tourne autour.
Donc, si je redescends, voilà, là, on est un niveau en dessous. Donc, si je prends le coton, bah, j'ai comment on choisit son coton, comment on fabrique le tissu. Ça peut être, j'ai visité une usine de coton pour connaître ma matière. Donc, je sais que le produit que je vous donne, il est bon. Et en fait, vous déclinez comme ça sur plusieurs niveaux. Et je vous garantis qu'avec ça, vous allez avoir des dizaines et des dizaines de sujets à traiter. Ce qui est génial, parce que vous allez me dire, OK, on a fait un listing, c'est super. Par contre, une fois que je les ai tous mis sur Facebook, qu'est-ce que je fais? Je suis ouvert aussi sur Instagram, sur Pinterest. Hein, si je reste dans le monde de l'artisanat, c'est des réseaux qui fonctionnent bien. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que tous ces sujets-là, vous allez pouvoir les décliner sous différentes formes de contenu. Par exemple, je choisis son coton. Eh bien, vous pouvez très bien en faire un article de blog. Vous pouvez en faire un carrousel pour Instagram, une vidéo pour Facebook, une infographie pour LinkedIn. Voilà, vous pouvez sur un sujet le décliner sous différentes formes de contenu et aller les dispatcher sur vos différents canaux. Alors, bien évidemment, une fois que vous avez défini ces piliers de contenu, c'est comment vous choisissez sur quelle plateforme, au final, vous allez les diffuser. Puisque, bien évidemment, il y a des designs qui sont spécifiques pour chaque canal. Donc, le carrousel, on va être plutôt photo, etc. sur Insta. Infographie, des choses un peu plus techniques, professionnelles. On se rappelle, j'ai parlé d'expertise pour des réseaux B2B. Donc là, on va être plutôt pour LinkedIn. Vous voyez, il faut jouer comme ça sur le contenu. Vous pouvez réutiliser, hein, parce qu'on a beaucoup de gens qui se posent aussi souvent cette question. Est-ce que j'ai le droit de faire des copier-coller? Est-ce que je publie la même chose sur Facebook et Insta, etc., etc.? La réponse, elle est non. Alors, oui et non. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un article de blog que vous venez de sortir, bien évidemment, vous pouvez aller en parler sur tous vos réseaux. Par contre, on ne les présente pas de la même façon, on n'utilise pas le même texte et surtout, on ne les publie pas au même moment. Okay, parce qu'effectivement, l'information, elle peut servir à tous nos publics cibles, hein, parce que vous n'avez pas le même public en fonction du canal que vous utilisez, mais par contre, elle est intéressante pour tous. Il faudra juste changer la manière dont vous allez la présenter. Et un autre point aussi par rapport au thème que je voulais aborder avec vous, on dit souvent choisir c'est renoncer. Eh bien, en fait, il faut aussi, et ça c'est très important et on ne le dit jamais assez, qu'il faut choisir les sous-thèmes dont vous ne devez pas traiter. Okay, il faut vraiment que vous arriviez à vous contraindre aussi, à vous limiter dans vos piliers de contenu. Il faut aller à l'essentiel pour ne pas brouiller le message. Ok, là par exemple, si je reprends la créatrice là, de couture en coton biologique, ben, en fait, ça va servir à rien d'aller par exemple parler du synthétique ou du lin, par exemple. D'accord, vous allez brouiller votre message. Donc, il faut aussi définir les sous-thèmes que vous ne devez pas traiter. Donc, pour vous aider dans votre construction de contenu, une fois que vous connaissez toutes les clés de contenu marketing, eh bien, je vous présente maintenant ce qu'on appelle le tableau périodique de marketing de contenu. Alors, n'hésitez pas, faites une petite capture d'écran, sinon vous pouvez le retrouver facilement sur Internet. Alors, il est génial ce tableau. Donc, c'est Chris Lake, hein, je le cite quand même, un directeur de contenu d'un blog londonien qui a repris en fait le tableau périodique, des éléments chimiques qu'on a vus peut-être au collège, et qui l'a adapté pour les contenus marketing, tout simplement. Donc, bien évidemment, au départ, il était en anglais. Il a été traduit chez nous en France par Ludovic Salen. Donc, c'est une liste, bien évidemment, qui n'est pas exhaustive, mais par contre, c'est un excellent point de départ. Donc, n'ayez pas peur. Là, vous voyez beaucoup de choses à l'écran. En fait, c'est très simple. Moi, je le vois un peu comme un jeu de loi. Donc, vous avez, en fait, sur votre gauche, tous les formats qui existent. Et plus vous allez sur votre droite, vous allez trouver les types de contenus, les plateformes, les différents indicateurs aussi des réseaux sociaux, tout ce qui va tenir des émotions, des sentiments qu'on peut générer pour avoir justement de l'engagement. Donc ça, je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil parce que c'est hyper intéressant. Et puis quand des fois, une petite période de mou, je sais pas, vous manquez un peu d'inspi, même si vous avez repris votre bibliothèque de contenu, peut-être qu'en regardant ce tableau, vous allez vous dire, tiens, il y a longtemps que j'ai fait une petite vidéo, il y a longtemps que je suis allée sur ce canal-là. Donc, n'hésitez pas, l'inspiration, c'est toujours important. Donc, du coup, je termine sur mes éléments importants. Donc, on avait vu effectivement le fait de prioriser, d'être régulier. Et là, dans les derniers points, ce qui va être important, ça va être l'anticipation et la programmation. Donc, la publication de contenu, on ne va pas se mentir, ça peut vite devenir une tâche chronophage.
Donc, le fait d'aller poser un planning de publication, ça va vous permettre de mieux vous organiser et d'avoir vraiment une planification posée. C'est aussi un super moyen en fait de stocker vos sujets à exploiter. Des fois, en plein milieu de la nuit ou n'importe quel moment, on a des idées comme ça qui nous arrivent et c'est vrai qu'on les note pas. Bon là, si on a une petite planification de poser, on peut se dire bah tiens, le mois prochain, je vais parler de ça. Donc on se le note et on n'oublie pas les sujets dont on veut parler. Et puis vraiment, je vous garantis, quand on anticipe, quand on programme, au revoir le stress, fini le syndrome de la page blanche. Je suis la première concernée, hein, je vous le disais tout à l'heure, moi je m'occupe des réseaux aussi de Koala ME. Nous, on fait de la publication au quotidien. Donc c'est vrai que si on n'était pas dans de l'anticipation, ça pourrait être vite compliqué. Puis on a d'autres missions à côté. Donc, et vous aussi, hein, ça vous permet de vous concentrer sur votre cœur de métier. Donc tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a parlé déjà d'une notion de calendrier hein, avec les jours, les fréquences. Là, on parle vraiment d'un calendrier éditorial. Donc, par où on commence? Eh bien, on va commencer déjà par y intégrer ce que nous, on appelle en communication le marronnier. Donc, le marronnier, ce sont simplement toutes les fêtes, les jours fériés. Voilà, vous savez qu'ils sont là tous les ans, ce sont les mêmes, ils reviennent. Donc, si elles sont en lien avec votre activité, même de loin, allez-y, faites des publications sur ces sujets-là. Là, déjà, pouf, vous avez plein de petits endroits dans votre calendrier qui vont être déjà comblés. Ensuite, vous allez reprendre les thèmes qu'on a déterminés tout à l'heure avec, vous savez, le fait de décliner avec les piliers de contenu. Une fois qu'on a repris tout ça, ce qu'il va falloir faire et qui est très important, ça va être de créer des rendez-vous avec votre audience. Ok ? Tous les items que vous avez trouvés, on les, je vais le dire comme ça, mais on les balance pas comme ça sur le réseau, ok? On classifie. Donc, en fonction des thèmes que vous aurez sélectionnés, vous allez les classer en fonction de leur objectif et ensuite, vous allez vous choisir des jours de publication pour créer ces fameux rendez-vous. Donc, admettons, on s'est noté, par exemple, en objectif qu'on voulait attirer des nouveaux clients, forcément, hein, qu'on voulait aussi un peu mettre en valeur ce que nous, on produisait. Et on avait envie aussi de garder nos clients pour qu'ils reviennent nous voir, qu'ils nous repassent commande. Et vous pouvez très bien vous dire, OK, c'est parti. Le lundi, je fais des publications pour attirer mes nouveaux clients. Le mercredi, je fais des publications pour parler de mes produits. Et le vendredi, je fais une petite publi un peu sympa pour essayer de fidéliser déjà la clientèle existante. Alors, pour le créer, ce calendrier, surtout, vous embêtez pas à aller chercher X et X outils. Quand on commence, c'est bien d'utiliser des outils très simples, très accessibles gratuitement. Donc, vous pouvez prendre un Trello ou même directement un Google Agenda. Ça marche très, très bien. J'avais envie de terminer sur les tendances 2021, puisque vous le savez, hein, surtout sur Internet maintenant, tout est calculé, tout est analysé, tout est étudié en profondeur. Et bien évidemment, nos chers marketeurs nous ont déjà mis les tendances pour l'année 2021, qui bien évidemment est particulière, mais on ne va pas se repencher sur ce sujet-là. Donc, il y en a plusieurs hein, qui ressortent. Donc, la première, ce sont des contenus responsables et engagés. S'il vous plaît, cette année, encore plus que d'habitude, vous avez vraiment des audiences qui sont de plus en plus soucieuses hein, de l'éthique des marques, de leurs valeurs et qui s'engagent sur des marques, on va dire, sincères, authentiques. La deuxième tendance pour l'année, ça va être la désinformation numérique. Alors, j'entends par là la croissance forte de ce qu'on appelle maintenant les fake news. Donc, vous, de votre point de vue, de votre position, il va être vraiment important de communiquer de manière transparente. Okay ? Ça sous-entend pour vous une modération, excusez-moi, je cherchais mon mot, une modération de vos pages et surtout de réponses aux commentaires qui maintenant vont être aussi importants que vos contenus eux-mêmes. La troisième tendance, ça va être bien évidemment les vidéos courtes façon TikTok ou réel d'Instagram pour pouvoir avoir des contenus ludiques et captivants qui vont offrir vraiment un sentiment de proximité. Ok. Par contre, attention, le fait qu'il y ait une tendance sur les vidéos courtes ne veut pas dire qu'on retire les vidéos longues, ok, puisque après il y a aussi chaque canal, chaque réseau qui travaille son algorithme. Là, on sait que par exemple
pour cette année, l'algorithme Facebook, il va être beaucoup plus sur une adoration, enfin, en tout, un peu fort comme mot, mais en tout cas, il va préférer les vidéos sur des formats d'1 à 3 minutes. Donc, on essaie de trouver un juste milieu et on joue sur les vidéos plus longues et des fois des petites vidéos plus courtes qui vont être captivantes et qui vont attirer plutôt que fidéliser. Ensuite, vous avez également, avec la crise sanitaire, une recrudescence, bien évidemment, des e-commerce. Donc, si vous avez des produits et des services, surtout, pensez à bien développer votre catalogue produit sur les sections shopping, Facebook, Instagram. Okay. Même, peut-être qu'il y en a encore quand même certains qui ne veulent pas ou n'utilisent pas Facebook. Par contre, il faut quand même que vous créiez vos boutiques sur le Facebook pour pouvoir la relier sur votre Instagram Shopping. Hein. Les deux sont liés et ils ne fonctionnent pas l'un sans l'autre. Voilà, c'est la petite parenthèse. Et ensuite, dans les dernières tendances 2021, vous avez le social gaming avec bien évidemment le développement des jeux et les partenariats avec les communautés de gamers. Donc, pour conclure cette présentation, moi, ce que je veux vraiment que vous gardiez en tête, c'est que l'algorithme, en vrai, sur n'importe quel canal, hein, il change tout le temps. Il n'y a pas de vérité, en fait, sur le fonctionnement. L'objectif des réseaux, je vous le disais tout à l'heure, elles sont des entreprises. Hein, donc, ce qu'elles veulent, c'est aussi vous garder le plus longtemps possible sur la plateforme et gagner de l'argent. Donc, surtout, voilà, faites-vous plaisir, testez, créez. Ne vous bloquez pas pour pouvoir, si ça se trouve, répondre à un idéal en fait qui va changer dans une semaine. Ok. Le conseil vraiment le plus important, c'est de rester vous-même, de vous amuser pour éviter justement que cette tâche elle devienne chronophage. Il faut que vous preniez du plaisir et surtout programmer. Vraiment, ça vous permet de garder du temps pour vous et surtout pour votre cœur de métier. Donc voilà, j'espère que, je vous remercie déjà pour votre attention. J'espère que ça a été assez clair. Maintenant, je suis là s'il y a besoin pour répondre à quelques questions. Donc surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Bah, merci Charline, merci à toi. Oula, il y a des échos. Merci à toi pour toutes ces précisions, c'était top. Et il y a eu pas mal de questions aussi. Du coup, volontairement, je me suis dit que on allait les faire plutôt à la fin pour te laisser dans la logique de ce dont tu parlais. Donc, Okay. On va passer à la phase foire aux questions. Donc, je vais déjà reprendre un petit peu les questions qui ont été posées pendant la présentation. Mais si vous en avez des nouvelles, n'hésitez pas à les écrire. On va pouvoir les traiter aussi. Alors, ça marche. Hop. Alors, je vais t'afficher les questions. Alors, on avait une question de Bérangère qui dit « Je suis auxiliaire de vie sociale auprès des personnes âgées. Je voudrais viser les enfants et ou les petits-enfants et je ne sais pas quelle plateforme utiliser. » Alors, je suis auxiliaire de vie sociale auprès des personnes âgées. Ok, donc là, le public cible, ce sont les petits. Alors après, je ne sais pas dans quel objectif. Alors, nous, en communication, pour le coup, là, c'est ce qu'on appelle un public cible secondaire. C'est-à-dire qu'en fait, le cœur de cible, la personne qu'on veut toucher, ce sont les enfants. Sauf qu'on sait bien que les plateformes, normalement, il n'y a pas les enfants dessus. Donc, il va falloir aller toucher les gens qui s'occupent de ces enfants. Donc après, là comme ça, auxiliaire de vie sociale, est-ce que c'est un service qu'elle propose? Là, c'est un petit peu trop large pour essayer de répondre à ça. S'il y a une précision. Je me permets de te couper, je pense qu'elle disait enfant dans le sens enfant des personnes âgées, mais pas forcément enfant dans l'âge. Ok, d'accord. Oui, d'accord. Je ne l'avais pas entendu comme ça, effectivement. Là, moi, j'irais déjà principalement sur Facebook. Parce que vraiment, Facebook, malgré tout ce qu'on peut entendre, ça reste quand même le leader sur les réseaux sociaux. Et c'est encore la plateforme où il y a le plus de monde. Et c'est la plateforme qui va donner vraiment le plus de visibilité. Et quand elle aura peut-être rencontré un peu plus, justement, des enfants de personnes âgées, peut-être qu'elle connaîtra un petit peu mieux sa cible et en fonction de cette tranche d'âge-là, elle saura comment elle est présentée peut-être sur d'autres réseaux type Instagram, par exemple. Ouais. Ok, merci pour ta réponse. Alors, il y a une question que je vais te poser, même si je pense que ça reste un mystère malheureusement pour tous. C'est François qui dit comment sont choisis les membres des 1%, donc les 1% du panel, entre guillemets, pour tester en premier. Ouais. Alors, en fait, c'est pas vraiment un mystère. Si vous êtes déjà actif sur les réseaux sociaux, les 1%, ça va être en fait les membres qui sont déjà le plus actifs dans votre communauté.
C'est-à-dire que vous êtes déjà sur Facebook, par exemple, pour votre entreprise, vous avez déjà 200 membres, on va dire. Et bien, en fait, sur ces 200 membres, il y en a forcément qui mettent un peu plus de likes, un peu plus de partage. Mais en fait, l'algorithme va aller choisir ces personnes-là, celles qui sont le plus actives, pour justement, parce qu'il n'est pas si méchant que ça, finalement, par moment, aller chercher déjà les personnes qui s'engagent. Et effectivement, s'il y a une reproduction de cet engagement, là, on élargira. Ok, super. Une question de Laïs. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, je m'excuse si ce n'est pas le cas. Pour les challenges défis, par exemple, il faut demander aux personnes d'écrire un commentaire sur l'image du post et pas sur la description du post. Donc là, je pense que c'est plus pour Facebook. On a des fois la différence entre quand on publie une image, on a la description et l'image. C'est un peu compliqué parfois. Alors, c'est que j'essaye de bien repositionner la question. On demande d'écrire un commentaire sur l'image du post. En fait, c'est de commenter ce qu'on voit sur l'image. Tu l'entends comme ça, Alice ? Moi, ce que j'entends, c'est que quand on publie une image sur Facebook, en fait, il y a deux moyens de la commenter. Il y a le post, la publication où on a publié l'image, et il y a l'image en elle-même où on peut commenter justement. Donc c'est vrai que c'est un peu la contrainte, je trouve, avec Facebook, c'est qu'on peut avoir deux sortes de commentaires et moins s'y retrouver. Honnêtement, à partir du moment où il y a un commentaire, c'est scoré de la même façon, de toute façon. Ouais. Il n'y a pas de différence. En fait, il y a vraiment une sorte de to-do list, on va dire, dans le scoring. Comment je pourrais dire ça ? Ça reste un robot, hein. Donc en fait, lui, il répond à ce qu'on lui demande. Donc lui, il voit commentaire. Peu importe comment le commentaire est donné, il va le calculer de la même façon. La seule différence, c'est si, par exemple, quelqu'un a partagé votre publication et que là, elle est commentée sur la session partagée. Là, vous gagnez plus de points puisque vous créez un engagement sur un partage. Donc, ça surenchérit. D'accord. Question de Bérangère qui demande comment faire une publication. Mes concurrents sont des entreprises et des associations et moi, je suis seule. Alors, est-ce que tu as des petits conseils pour justement créer des publications ? Pour créer des publications, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, quand on est tout seul, justement, il faut vraiment anticiper. Et dès qu'on a une idée, il faut se la noter. Il faut vraiment vous réserver des créneaux. Moi, je sais qu'à côté, j'ai été aussi micro-entrepreneuse. Je faisais aussi de la création, recyclage, couture. Et c'est vrai que quand on est un micro-entrepreneur, souvent, on est à la fois marketeur, communicant, commercial. Enfin, on fait tout. Donc, il faut vraiment réussir à se poser des moments. On se dit, voilà, tous les lundis, tous les dimanches, peu importe, je me fais mes publications pour les 2 semaines à venir. Donc, on reprend sa petite bibliothèque, on veut se faire une petite publication et on se lance. Parce que c'est vrai que les grandes entreprises, effectivement, ils ont du monde, ils ont des équipes complètes qui s'occupent de ça, hein, qui font de la com, comme je disais tout à l'heure. Même nous, chez Koala ME, on n'est pas si nombreux que ça, mais il y a quand même quelqu'un qui est dédié à ça. Donc, il faut vraiment, pour faire ces publications, prendre le temps, anticiper et programmer. Et puis, ça ne sert à rien de se fixer des objectifs trop hauts, hein. Ça peut faire peur quand on voit son concurrent qui sont des grosses entreprises. Mais après, je vous dirais, vous savez quoi, votre public cible, en fait, ce n'est pas le même. Donc, peu importe, ça ne sert à rien d'essayer de communiquer comme ces entreprises-là, parce que vous n'allez pas toucher les mêmes personnes. Donc, restez vous-même. Très bon point. Question de Stéphane. Si je résume, on ne peut pas décliner la même info sur les différents réseaux. Pourtant, il existe des planificateurs. Alors, comment fait-on ? Alors, si, on peut la même info. En fait, c'est la manière de la traiter qui doit être différente. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez envie de partager un de vos articles de blog, par exemple, il ne faudra pas faire un copier-coller de votre publication Facebook sur LinkedIn, Instagram. Il faut vraiment que vous changiez votre texte de publication puisque la manière d'écrire n'est pas spécialement la même en fonction du réseau. Donc, du coup, vous pouvez utiliser la même information, mais la présenter différemment, pourquoi pas même avec un autre visuel. Après, les planificateurs, il y en a beaucoup maintenant qui proposent justement des variantes, c'est-à-dire que, je ne veux pas faire de pub, mais il y a un petit logiciel français que moi j'utilise qui s'appelle Swello, qui vous propose, une fois que vous avez rentré votre publication, de faire des variantes en fonction du réseau que vous voulez choisir. Donc ça existe. D'accord. Super, c'est bon à savoir. Et une question d'Isabelle qui dit comment se démarquer par rapport à la concurrence, car sur un même thème, prestation de service, coach en finance, tout le monde publie les mêmes thèmes et du coup la cible voit déjà ces mêmes thèmes. De plus difficile au début de se montrer pour les réels à la mode sur Instagram.
Eh ben, je vous dirais qu'en vrai, c'est pas grave. La seule différence, parce que bien évidemment, on ne peut pas inventer des sujets. Enfin, quand on fait du coaching en finance, là par exemple, vous n'allez pas réinventer la finance. Donc, les sujets de base vont être les mêmes. Moi, là, vraiment, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de rester vous et de faire transparaître en fait votre personnalité à travers ça. Faut pas se voiler la face. Hein. Les gens, ce qu'ils voient aussi, c'est ce côté intime, cette humanisation aussi de la personne. Et si elles se retrouvent dans les valeurs que vous transmettez, elles vont être plus à même de vous suivre vous. Donc, vous en faites pas sur ce rapport justement à cette concurrence. La concurrence, elle est saine. Ça veut dire que votre marché, il est là et qu'il y a du monde que vous pouvez aller chercher. Donc, restez vous, montrez-vous en coaching, par exemple, ou voilà, sans dévoiler bien évidemment les informations, parce que finance, je me dis, bon, il y a peut-être des choses à cacher, mais n'hésitez pas, les petites coulisses, quand vous êtes en train de travailler, il faut vraiment pas avoir peur de ça, restez vous. Peu importe si vous parlez des mêmes thèmes, ça, c'est pas grave. Et après, je vois, vous parlez, oui, des réels. Alors, les réels, même si vous ne les utilisez pas dès le départ, j'imagine que si vous le citez, c'est que vous savez comment ça fonctionne. Les réels, ça reste les vidéos, donc c'est de l'instinctif. Donc, pourquoi pas, je sais pas, le dimanche, vous êtes en train de préparer votre semaine de travail, filmez-vous en train de remplir votre agenda et vous dites, voilà, j'ai tant de rendez-vous cette semaine de coaching à faire. Tout à fait. Et je rajouterais aussi que quand on est dans un domaine, on a l'impression que on voit que ça. Donc vous, si par exemple vous êtes intéressé par les finances, etc., évidemment que vous allez suivre des gens qui traitent ça, donc vous allez avoir l'impression de voir que ça partout et de voir tout le temps les mêmes infos. Mais il faut savoir que les gens qui vont tomber sur vos vidéos ou vos publications n'ont certainement pas le même fil d'actualité que vous. Donc ça se trouve, vous serez les seuls qui suivront sur ce sujet-là, et justement parce qu'ils auront plus accroché avec votre personnalité ou votre manière de présenter les choses. Et c'est même sûr que le fil n'est pas sûr que le fil n'est pas identique. Et c'est là justement que les algorithmes fonctionnent très très bien. C'est que vous voyez toutes ces publications-là parce qu'il a repéré vos centres d'intérêt. Donc, il vous les montre. Mais ça ne veut pas dire effectivement que les personnes cibles, vos clients, voient la même chose. Exactement. On a une question de Stéphane qui demande, est-ce que les boutiques sur Facebook et Insta sont gratuites ou payantes? Gratuites. C'est gratuit. Super. Bonne nouvelle. Donc, faut pas hésiter, faut s'en servir. Ah ouais, non, au contraire, il faut y aller. Si je peux juste rajouter un tout petit chiffre qui est hyper intéressant, justement pour les gens qui veulent ouvrir des boutiques, on a 65% en 2020 des personnes qui ont juste regardé des publications sur Facebook ou Instagram pour acheter. Au revoir les trust clients, etc., trust pilotes, tout ce que vous voulez. 65% des personnes ont fait des achats sur Instagram en direct, ouais. Ouais, c'est énorme. Une question de Laïs. Donc, quelles informations mettre dans les stories permanentes? Donc, je pense que vous parlez des stories sur Instagram. Ouais, à la une. Ouais, je pense que ça doit être les stories à la une. Alors, vous pouvez très bien reprendre vos thèmes. On parlait tout à l'heure des piliers de contenu. Reprenez vos piliers de contenu et vous faites des petites publications. Moi, alors je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais ça peut être très bien de faire une petite story à la une où vous allez mettre dedans votre quotidien, une autre où vous êtes en train de fabriquer votre produit. Voilà, il faut vraiment avoir une continuité dans vos thèmes. Ne partez pas dans tous les sens, ne brouillez pas le message, restez vraiment cohérent sur ce que vous avez établi. Ok, super. Question de Marc, donc c'est top, je vois qu'il y a plein de questions, c'est que c'est un sujet qui intéresse, donc ça fait plaisir. Donc Marc demande si tu as des petites astuces concrètes justement pour augmenter le nombre de followers organiquement. Alors, c'est ce que je disais en fait, il n'y a pas de recette miracle par rapport à ça, c'est vraiment le test. Il faut tester, voir le type de publication sur lesquelles les gens réagissent. Malheureusement, je n'ai pas une astuce vraiment qui fonctionne. En vrai, la seule astuce, c'est d'y aller, de se lâcher et de tester plein de types de publications différents et d'analyser surtout. Il ne suffit pas juste de publier, il faut que vous regardiez les taux d'engagement sur vos publications. Donc, j'en profite pour ceux qui ne savent pas trop comment on fait. Le taux d'engagement, vous regardez sur votre publication, vous avez 3 partages, un like et un commentaire, ça vous fait 5 engagements. Si vous avez 100 membres, ça vous fait 5%. Donc là, vous êtes au top. Puisque là, les taux sont vraiment très, très bas en ce moment. On est plutôt autour d'1% d'engagement. Mais voilà, testez et regardez si vraiment vous avez des publications régulières, je ne sais pas moi, sur votre logiciel du dimanche soir et que vous voyez qu'en fait, ça génère pas grand-chose, abandonnez-le et essayez de trouver un autre format qui peut-être va être plus engageant.
Mais du coup, hormis le fait de gagner des followers juste en publiant, en faisant des choses, etc., qu'est-ce que tu en penses, toi, d'astuces pour gagner des followers, d'aller s'engager chez les autres, d'aller commenter les autres comptes, etc. Très Est-ce que pour important. toi, ça peut marcher aussi? Oui, 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 ça fonctionne bien aussi. Il faut être ce qu'on appelle en veille et il faut aller commenter, regarder un petit peu ce qui se fait à côté. Il faut que les gens vous repèrent un peu comme l'expert de votre domaine. Donc, si vous allez vous inscrire sur des groupes Facebook qui sont à foison, vous en trouvez qui ne sont pas forcément reliés déjà à une entreprise. Et là, pour le coup, vous pouvez aller commenter. Et à force de vous voir, ça va créer des liens aussi avec les gens et ils vont revenir vers vous pour vous poser des questions. Ouais, ça fonctionne bien. Ok, super. Alors, on a Stéphane qui dit futur photographe d'art, quel réseau me recommanderiez-vous? Quel type de com? Ça va paraître banal, mais la photographie, je vous dis instinctivement Instagram. Après, ce qui peut être aussi très intéressant et que les gens n'utilisent pas trop, c'est Pinterest. Parce que Pinterest, malgré tout, les gens n'en parlent pas beaucoup, mais ça devient vraiment un moteur de recherche par excellence pour tous les gens qui sont dans le milieu de l'artisanat notamment, parce que ça touche beaucoup le visuel, hein, décoration, photographie, etc. Donc, en tout cas, ces deux réseaux-là me semblent vraiment les plus importants. C'est vraiment ceux que je recommanderais. Après, quel type de com? Moi, j'alternerais. C'est-à-dire que j'essaierais de faire transparaître ce qui m'attire, moi, ce qui m'a animé dans l'art en tant que photographe, pourquoi j'aime ce métier. Ça peut être par le biais de couleurs. On peut aussi créer des murs juste sur des effets de matière, de lumière, pour essayer de transparaître quelque chose d'émotionnel. Parce que du coup, je pense, alors je suis pas photographe, hein, mais moi, en tout cas, en tant que peut-être client ou des personnes qui aiment regarder les choses, et ben, je trouve que c'est intéressant dans l'art, justement, d'aller chercher l'émotion qui a animé l'artisan, la personne qui est derrière. Donc, moi, j'irais plutôt sur une communication émotionnelle. Super, merci Charlène. Une question de Laïs. Vous disiez qu'il ne faut pas inciter les personnes à écrire des commentaires, mais comment les inviter à participer? Alors, c'est pas vraiment ça, mais Ouais, alors c'est pas ne pas les inciter à faire de commentaires. En fait, ce que l'algorithme Facebook n'aime pas, c'est par exemple à la fin de votre texte que vous disiez n'oubliez pas de liker ma publication, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ça, c'est vraiment rejet total, hein. C'est scoring zéro. Inciter les gens à s'engager comme ça directement, ça fonctionne pas. Après, il faut réussir à le faire, alors je dirais de deux façons. La première, parce qu'en fait, instinctivement, les gens vont aimer ce que vous êtes en train de transmettre, donc naturellement vont s'engager sur votre publication. Et ensuite, la deuxième chose, c'est un travail de syntaxe. C'est-à-dire, vous pouvez très bien dire aux gens, cliquez sur j'aime, sans leur dire. Donc, ça peut être une phrase, même lambda, toute bête, hein, de dire j'ai pas d'exemple là qui me viennent tout de suite, mais en gros, c'est détourner cette phrase pour pas que l'algorithme la lise comme cliquer sur un j'aime. Ça, il ne faut pas l'écrire. Mais vous pouvez détourner. Voilà, il y a plein de petites astuces, on va dire, grammaticales, de syntaxe. Voilà, il faut travailler le français, quoi. c'est ça. Et puis poser des questions, même qui n'ont pas de rapport avec Par juste exemple, ouais, commenter, s'il vous plaît, mais demander que l'avis des gens. pensez-vous de avez-vous déjà vécu cette expérience? Voilà, il y a plein de façons de détourner, de l'attirer. Oui. Ouais, je pense que c'est important sur les publications justement d'essayer toujours de trouver un moyen de faire participer les gens à ce qu'on vient d'écrire. Alors, Isabelle qui dit et quand on n'a pas encore de clients, je débute totalement, pas encore de clients, comment on peut commencer les réseaux sociaux? Justement, c'est souvent un petit peu la problématique. Ouais, et ben surtout, vous en faites pas. C'est là que c'est génial parce que du coup, en fait, l'algorithme va simplement détecter l'intérêt qu'il y a dans votre publication. Il va détecter, en fait, dans votre texte, les thèmes. C'est un peu comme si vous lui mettiez des hashtags. Donc, en fait, il va se servir de ces mots-clés pour l'ouvrir à tout un panel. Alors, même si, attention, on reste toujours autour des 1%, hein, 2%, mais de personnes qui ne vous connaissent absolument pas et qui vont venir de réseaux complètement différents. Et du coup, ça va justement vous permettre de récupérer des prospects de milieux peut-être que vous n'aurez même jamais touché. Trop cool, merci. Nathalie qui demande au sujet de la boutique Facebook et Insta, est-ce qu'il y a une réglementation précise? Est-ce que tu en sais un petit peu plus à ce sujet?
Alors, réglementation, il faudrait peut-être avoir un peu plus de précision, peut-être qu'elle avait quelque chose en tête. En tout cas, moi, ce que je sais aux dernières nouvelles, c'est qu'on était sur les mêmes principes, on va dire, qu'une boutique e-commerce classique, c'est-à-dire qu'on a des obligations en termes d'apparition de tarifs, de stock, de choses comme ça. Après, je vous avoue, il faudrait peut-être revoir le sujet et en reparler peut-être une autre fois parce que je ne m'en sers pas au quotidien et les choses, comme je vous ai, évoluent très vite. Mais en tout cas, de base, il y a un règlement de toute façon qui est accessible dans l'aide Facebook. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir. Ouais. Justement, ça faisait partie des questions qu'Elisa demandait si on avait prévu de faire un webinaire sur le sujet des boutiques Facebook. Eh ben, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas, ouais. Ensuite, on a une question de Laïs qui dit comment utiliser les hashtags, que ce soit sur Facebook ou Insta. Ouais. Alors, sur Facebook, moins quand même les hashtags. C'est pas le canal, je dirais, où il faut utiliser le plus les hashtags. Les gens ne font pas spontanément de recherche sous ce format-là. Instagram, oui, clairement. Ben, écoutez, ça va être très simple. Pour les hashtags, alors soit vous utilisez des plateformes qui vous proposent en fonction de votre visuel une liste de hashtags. Moi, je suis pas ultra fan parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hashtags anglophones. Ils vont pas forcément aller toucher votre public cible. Moi, ce que je vous conseille fortement, c'est 3 niveaux d'hashtags. Vous allez d'abord créer des hashtags liés à votre secteur d'activité, des choses très génériques. Donc, nous, par exemple, si on prend l'exemple Koala ME, ça va être hashtag micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, voilà. Ensuite, vous passez à un autre niveau. Vous allez aller choisir des hashtags qui sont sur des niches, c'est-à-dire à moins de 50 000 abonnés. Et après, des hashtags qui sont situés entre 50 000 et 200 000, 300 000. Essayez pas de tabler trop large parce que de toute façon, vous allez être noyé et vous allez toucher personne. Donc, essayez d'alterner. Justement, ils vous permettent d'utiliser Instagram de mémoire, on doit être à 30, je crois. Donc, voilà, alterner entre du générique, des hashtags de niche et des hashtags intermédiaires, on va dire entre 50 000, 100 000, 300 000 abonnés, pas plus. Et puis, vous variez, hein, bien évidemment, vous regardez ce qui fonctionne. Hein. Ok, super intéressant. C'est vrai que c'est toujours un petit peu pareil, une sorte de mystère. On a l'impression les hashtags, mais en fait, il y a une stratégie derrière tout. C'est juste que faut avoir les bonnes petites infos. Écoute, Charlène, je ne vois plus de questions. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, il y aura certainement peut-être d'autres questions qui vont venir, mais dans ces cas-là, moi, je peux vous inviter aussi à vous rendre sur le site Koala ME. Donc, vous avez le chat qui est sur votre écran à gauche, sur lequel vous pouvez venir discuter avec nous. Et si jamais vous avez des questions par rapport à la présentation d'aujourd'hui que vous n'avez pas eu le temps de poser ou que vous venez juste d'y penser, n'hésitez pas à les poser. Donc, c'est moi qui recevrai les questions, mais je les transmettrai à Charlène si jamais je peux pas y répondre. En tout cas, je vois que ça a l'air d'avoir plu. Il y a Alexandra qui dit merci beaucoup pour ce super webinaire. Merci beaucoup de très bonnes réponses qui vont nous aider. C'était un plaisir. Bravo à toi, Charlène. C'était vraiment très complet, très, très bien. Donc, le webinaire, moi, je vais vous le renvoyer en replay début mai, avec tous les replays des autres webinaires. En attendant, restez attentifs, je vais vous envoyer un petit mail à la fin de cette présentation avec des petites infos, des liens pour nous rejoindre sur d'autres présentations et également un petit cadeau qui a été créé par Charlène d'ailleurs, je tiens à le dire, parce que c'est vrai que je l'envoie à chaque fois ce cadeau, mais comme tu n'es pas là, je peux pas te dire que c'est toi qui l'as fait, mais du coup qui a été créé par Charlène, donc hyper intéressant aussi et qui va vous aider dans votre quotidien, notamment aussi par rapport au sujet du jour. Donc n'oubliez pas de bien aller voir votre boîte mail à la fin de la présentation. Un grand merci à vous. Merci à toi, Charlène, une fois plus. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne après-midi. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.